Eh bien, je m'appelle Ngwevilo, je le porte comme nom et comme titre. Je ne suis donc pas une traditionnaliste de toutes les régions de l'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas une en termes de tradition. L'Afrique est multitude, l'Afrique est colorée, l'Afrique est graduée, l'Afrique est riche de ses traditions multiples et variées. Je ne suis donc pas une traditionnaliste de toutes les régions de l'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas une en termes de tradition. L'Afrique est multitude, l'Afrique est colorée, l'Afrique est graduée, l'Afrique est riche de ses traditions multiples et variées. Au passage, je me suis interrogée pour savoir si une femme africaine est une femme qui est seulement née en Afrique. Est-ce une femme qui vit en Afrique et celles qui vivent hors du continent? Est-ce une femme qui a simplement un passeport d'une des nationalités africaines? Femme de cette salle, êtes-vous femme africaine? Quelle valeur puiser dans la tradition africaine pour la femme d'aujourd'hui? Combien d'entre nous maîtrisons encore notre généalogie? Si on ne sait pas qui on est, on ne va nulle part. Alors il faut maîtriser sa généalogie. Au moins les 4 côtés. Alors, votre question sur pourquoi on en est là en termes de parité, qu'est-ce qui explique un petit peu la situation par rapport aux femmes en politique? Moi, je dirais qu'il y a d'abord il y a une expression qui me revient souvent à propos de l'engagement politique. La politique, c'est comme les discothèques, on laisse d'abord entrer les habitués. C'est exactement la même chose que les discothèques. Et ceux qu'on laisse entrer, eh bien, c'est des hommes essentiellement, d'un certain âge, des héritiers aussi. Et les femmes font partie des outsiders. C'est-à-dire de celles et ceux, notamment les jeunes aussi, qu'on ne laisse pas rentrer facilement. Il y a la peur de la concurrence, si jamais elles s'avéraient plus compétentes que les hommes. C'est une crainte sérieuse. Il y a le manque de confiance en elles. On croit qu'elles ne sont pas disponibles pour l'engagement politique, comme elles ne sont pas disponibles pour entreprendre, etc. Il y a l'autocensure qu'elles s'appliquent, un manque de confiance en elles-mêmes cette fois, comme si elles n'étaient pas légitimes. Et puis il y a cette idée comme quoi le pouvoir, le leadership, c'est nécessairement viril, donc masculin. Et ça, c'est un préjugé aussi. Une femme qui s'exprime à la tribune d'un congrès de parti va être moquée pour sa voix, pour sa manière de se tenir, pour la taille de sa jupe, pour sa coiffure, que sais-je encore, bref, tout sauf sur l'essentiel. Or, moi j'ai le souvenir, surtout sur ce continent africain, quand j'étais enfant, au Sénégal, j'avais une mère qui est enseignante à l'université Cheikh Anta Diop, donc qui connaissait très bien son histoire africaine, par cœur, jusqu'au bout des doigts, qui m'avait appris l'histoire de femmes africaines extraordinaires qui, comme dirait, je crois que c'est l'historien Joseph Kizerbo qui emploie cette expression, elles avaient un courage au-dessus de leur sexe. C'est une drôle d'expression, je trouve. Elles avaient un courage au-dessus de leur sexe. Les Candaces, par exemple, qui en 700 ans ont construit plus de pyramides que 3000 ans de civilisation chez les pharaons. Les Amazones du roi Béhanzin, qui maniaient aussi l'épée, qui ont résisté à la colonisation. Je me rappelle aussi des femmes d'Ender au Sénégal, qui ont préféré échapper à l'esclavage des morts et préféré donc s'immoler par le feu dans une case, mourir libre plutôt que vivre en esclave.
l'histoire de l'Afrique est parsemée d'histoires de femmes africaines héroïques et viriles. Donc la politique est leur scène naturelle. Il ne faut jamais laisser personne leur faire croire qu'elles n'ont aucune légitimité à être de ce combat-là, parce que c'est le combat ultime, c'est celui qui permet de ne pas subir sa vie, de décider du sort de la nation, de sa direction, de son évolution, de refuser les préjugés, les assignations identitaires, de choisir sa vie, de choisir là où on veut aller, de ne dépendre de personne. Et je vais vous dire une chose en plus, pour donner confiance à celles qui hésitent. Sachez qu'en politique, il n'y a même pas de vérité. Merci. Attendez, je termine là-dessus. La vérité, c'est la vôtre, celle que vous arrivez à imposer. Autant d'années après, on peut dire que le combat est toujours le même puisque nous continuons à le mener. Nous nous retrouvons pour débattre de nos conditions d'existence. Mais il faut tout de même reconnaître, comme l'a dit Ramaya tout à l'heure, que la femme africaine se bat en politique depuis des années. En 1962, elles ont créé la Conférence africaine des femmes. Les hommes, les chefs d'État africains, se sont réunis en 1963 pour créer l'organisation de l'Union de l'unité africaine. Donc c'est dire qu'elles ont une avance tout de même sur la compréhension et la gestion de la chose politique, mais que malheureusement, de par leur nombre au niveau des instances décisionnelles, elles sont tout à fait limitées quand il s'agit de la prise de décision. Il faut reconnaître que l'Afrique a eu une première femme, chef d'État, Madame Johnson Sirleaf, que j'ai eu d'ailleurs l'honneur de convoyer quand elle est venue ici en 2006, à assister à la prestation de serment du président Omar Bongo Ondimba. Nous avons au Gabon une dame de cœur, une dame de poigne, une dame qui sait se mettre à la disposition des autres parce que accompagnant le mouvement associatif. Avant qu'elle ne soit présidente de la Cour constitutionnelle, pour ne pas citer sa fonction, elle a bien évidemment aussi travaillé et encadré les femmes dans la politique. Elle a été bien évidemment dans l'association des femmes juristes. Elle a aidé des partis politiques à rédiger leurs statuts et règlements intérieurs, je peux en parler aisément. Elle a aussi accompagné la CONAFEPAD, la Commission nationale des femmes pour la paix et le développement, pour bien évidemment asseoir ses assises au niveau du Gabon. Il s'agit de Madame Marie-Madeleine Bouranto, pour ne pas la citer. L'action que vous menez aujourd'hui, tous les jours, mes chères sœurs, nous avons commencé à la mener, nous étions encore à l'université Omar Bongo Ondimba. Oui, c'est aux côtés de notre grande sœur Rose Francine Rogombert, on n'oubliera jamais, et de Agathe Okumba que nous avons commencé à mener cette action. J'ai plus de 60 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 45 ans que je mène cette action, mais je ne la mène plus tous les matins avec vous, parce que comme je vous l'ai dit, je dois rester au corps de garde en permanence pour régler tous les problèmes. Cette action, nous l'avons menée, et il y a encore une doyenne ici qui vient de s'asseoir depuis l'université. Et c'est nous. Lorsque le défunt président Omar Bongo Ondimba avait ramené le train à la gare, nous étions en janvier 1990, le train Gabon à la gare, lorsqu'il va convoquer la conférence nationale, la conférence de toutes les forces vives de la nation, nous, les femmes, jeunes à l'époque, mais n'empêche que nous étions conscients de ce que si on ne prenait pas le train à la gare ce janvier 1990, la femme allait toujours être restée dans un coin ou plutôt dans la maison. Et nous avons donc sauté dans ce train, nous les femmes, pour participer aux travaux de la conférence nationale de mars-avril 1990. Et moi-même au sein de la commission des institutions pour participer à la rédaction de la loi fondamentale, il fallait bel et bien instaurer, non seulement réinstaurer la démocratie, mais c'est surtout insister sur le fait que l'homme et la femme
étaient égaux et que les droits de la femme devaient être les mêmes comme que ceux des hommes, avec petit h.